play it. Let's see what we got. All the way up. Goal! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With the steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Allez, après notre dernière escale, on retourne dans la Motor City, direction la saison 2006-2007. Il y a dans cette saison beaucoup de choses très intéressantes qu'on a à peine effleurées dans ce podcast. Mais surtout, si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce que dans cette saison-là, entre janvier et mai 2007, il y avait dans cette équipe des Detroit Pistons un certain Chris Webber. Et oui, il n'y a sûrement pas grand monde qui s'en rappelle, mais le Hall of Famer Chris Webber, surtout connu pour ses années aux Kings évidemment, a fait une demi-saison à Détroit chez lui, puisqu'effectivement Chris Webber est né dans la Motor City. Et je dois vous le dire tout à fait personnellement, Chris Webber, c'est un joueur que j'ai adoré dès que je me suis intéressé à la NBA au début des années 2000. Alors quand il a débarqué à Détroit, j'avais beaucoup d'espoir et beaucoup d'excitation, même si c'était plus le grand C-Web de la grande époque. Et même si ça n'a duré finalement qu'une quarantaine de matchs, eh bien Webber a été titulaire dans cette équipe qui atteignait encore les finales de conférence à l'Est, cette fois-ci pour la 5e année consécutive. Alors, on va en parler. Et si l'expérience n'a pas totalement été réussie, je dois dire qu'en tant que fan, en tant que jeune fan, même à l'époque, eh bien, j'en garde un très bon souvenir et je savais que je voulais en parler un jour ou l'autre avec vous dans les chroniques de Motor City. On reviendra donc sur le contexte de cette saison 2006-2007, la deuxième du coach Flip Saunders. Une deuxième saison un peu plus compliquée à appréhender, surtout après les remous de l'été 2006. On regardera les raisons, bien sûr, qui ont poussé Détroit à faire venir Webber. Et surtout, est-ce que lui, il a fait sa part du boulot ? Puisque oui, malheureusement, Chris Webber ne restera pas dans la Motor City après cette demi-saison. Mais ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec son niveau de jeu. Bref, je pense qu'on va passer un bon moment. Ce sera très intéressant de parler des Pistons de la fin de la Going to Work era post-titre 2004 et finale 2005. Mais surtout, ça nous donnera une bonne occasion de parler de Chris Webber. Et ça, on n'en a jamais trop. On fait d'ailleurs un coucou aux fans des Kings en France et à globalement tous ceux qui aiment le beau basketball. La chronique de Motor City numéro 77, dédiée au passage de Chris Webber à Détroit, ça commence maintenant. Avant de commencer notre chronique, je vous rappelle que cette saison, les chroniques de Motor City sont affiliées au NBA League Pass. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, c'est simple. Dans la description de ce podcast, il y a un lien menant vers l'inscription au NBA League Pass. Ce lien, c'est le nôtre, celui des chroniques de Motor City. Donc, si vous comptez vous abonner au NBA League Pass cette saison, faites-le avec ce lien. De notre côté, on récupère une toute petite partie de la somme, comme toute affiliation bien sûr, mais surtout, ça servira à montrer à la NBA que la communauté des Pistons en France est forte pour avoir un peu plus de poids pour la suite. Bref, on débute enfin notre histoire, mais est-ce qu'on a besoin de préciser qui est Chris Webber ? Je pense que la majorité d'entre vous le connaissent, mais dans tous les cas, ça ne fait pas de mal de réviser ces classiques. C-Web, natif de Détroit, c'est une star dès le lycée, où il offre au Detroit County Day 3 titres de l'État du Michigan en 4 saisons. Pour sa dernière année, il est élu National High School Player of the Year et si toutes les facs le veulent, lui fait le choix de la continuité en allant à Michigan. Et cette équipe de Michigan, vous en avez peut-être entendu parler puisqu'il s'agit du fameux Fab Five constitué de Chris Webber évidemment, de Jalen Rose, Joanne Howard, Jimmy Kings et Ray Jackson. Tous, hormis Jackson, iront en NBA et en tout cas au niveau NCAA, c'est du très 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 solide. Pour leur première saison universitaire ensemble, ils atteignent la finale du tournoi NCAA, ne perdant que contre une autre immense équipe, le Duke de Christian Laettner et Grant Hill. Et puis,
Ils remettent ça pour la deuxième saison de Weber, se faufilant encore jusqu'en finale pour affronter North Carolina. Et cette finale, elle est aussi très connue malheureusement pour Chris Weber. Alors que Michigan est mené de 2 points avec 11 secondes à jouer, Weber demande un temps mort. Sauf que son équipe n'en a plus. Faute technique, lancé pour North Carolina et donc fin du match. Voilà, cet événement du temps mort, il est très connu. Mais malgré cet événement malheureux, eh bien Weber a montré sur ces 2 saisons qu'il était l'un des meilleurs prospects du pays et se présente naturellement à la draft NBA 1993. Et dans cette draft qui a lieu ironiquement au Palace de Burn Hills de Détroit, les Pistons qui ont le 10e choix voudraient bien le garder à la maison, mais clairement Weber sera parti avant, bien avant même, puisque c'est le Magic avec le premier pick de la draft qui appelle son nom. Le Magic, qui avait déjà eu le premier choix l'année précédente, avec lequel ils avaient choisi Shaquille O'Neal, échange immédiatement Chris Weber aux Golden State Warriors contre Penny Hardaway et 3 futurs premiers tours de draft. Weber fera une excellente saison rookie en étant élu rookie de l'année, mais se prend la tête avec son coach Don Nelson qui veut en faire un pivot au poste bas alors que Weber c'est plutôt un ailier fort, super bon passeur avec la balle. Weber menace de partir et donc juste après sa saison rookie, Golden State l'échange aux Washington Bullets contre Tom Gugliotta. Mais Chris Weber va devenir le joueur qu'on connaît tous en 1998 quand il sera ensuite tradé aux Kings en échange de Mitch Richmond. Weber n'a à ce moment-là que 25 ans, il est déjà All-Star, mais les Wizards n'arrivent pas vraiment à grand-chose et surtout sont gênés par quelques problèmes hors terrain de Chris Weber, comme une suspension du permis de conduire suite à un refus de test antidrogue lors d'un contrôle routier, puis une autre accusation d'agression sexuelle lors d'une fête avec Joanne Howard. En revanche, à Sacramento, tout va parfaitement bien se passer pour Chris Weber, qui va devenir l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Après Weber, les Kings signent Peja Stojakovic, puis Vlade Divac, draftent Jason Williams, et l'équipe devient l'une des sensations de la conférence Ouest. L'ajout un peu plus tard de Mike Bibby va même faire de Sacramento l'un des contenders pour le titre. En fait, chaque saison où Weber a joué pour les Kings, Sacramento a participé aux playoffs et évidemment, beaucoup d'entre nous se rappellent de la saison 2002 où les Kings sont allés en finale de conférence face aux Lakers, champions en titre à l'époque. Les Kings menaient 3-2 avant de se faire voler, oui, par les arbitres et c'est même pas vraiment un débat. Coup de sifflet en faveur de Los Angeles, flopping de Roberto Reed dans les dernières minutes et Kobe qui a le droit de donner un coup de coude à Mike Bibby sans que les arbitres ne disent rien. N'oublions pas que le commissionneur de la Ligue à l'époque, David Stern, dira plus tard en 2004 que sa finale idéale à lui, c'était Lakers contre Lakers. Voilà, passons. Mais si les Kings avaient été bien arbitrés, ils auraient atteint la finale NBA et ils auraient très probablement gagné le titre vu la faiblesse des Nets en face. Mais malheureusement, Weber ne gagnera pas ce titre à Sacramento et en février 2005, alors que les Kings ont décidé de reconstruire, il est envoyé à Philadelphie pour former un duo de luxe avec Allen Iverson. Là-bas, les choses vont être assez compliquées pour Weber qui doit apprendre à jouer avec Iverson. Sa deuxième année sera bien meilleure, mais pour sa troisième saison à Philly, les Sixers décident de tout casser en envoyant Allen Iverson à Denver en décembre 2006. Le gros contrat de Chris Weber devient donc problématique, surtout que si Webb ne s'entend plus vraiment avec son entraîneur Maurice Chick, donc il est finalement coupé le 11 janvier 2007. Et c'est là où l'histoire de Weber se connecte avec les Pistons. On remonte un tout petit peu en arrière. En 2005, les Pistons champions en titre échouent en finale au match 7 contre les Spurs. Immédiatement après, Larry Brown s'en va et c'est Flip Sanders qui débarque pour une saison 2006 excellente d'un point de vue comptable, avec un record de victoires, mais un peu décevante en play-off avec une défaite en finale contre le Heat. Si vous voulez plus d'informations, on en a dédié tout un podcast. Sanders en fait était venu libérer un peu l'attaque de Détroit en laissant plus de créativité aux scoreurs que sont Hamilton et Billups, tout en laissant de la place à Rachid Wallace pour s'exprimer. Et il y en a un qui n'a pas trop aimé cette situation, à savoir Ben Wallace. Big Ben, en pleine prolongation de contrat, en profite pour demander un très gros salaire que Dumars hésite à lui donner. Alors, Ben Wallace quitte les Pistons et part signer comme agent libre chez les Bulls. It ain't Jordan against the bad boys, but it is a former Piston current Bull going back for the first time. Big Ben Wallace, first trip to the Palace since being traded.
When Big Ben was a Piston, hey, won a ring, 4-time NBA Defensive Player of the Year, helped lead the Pistons to a franchise record 64 wins last season. So you gotta wonder, what kind of love exactly would Ben get in the Palace? Pour combler le manque de Big Ben, Dumars sort de son chapeau Nazer Mohamed, qui sort d'une très bonne saison chez les Spurs et qui vient pour être titulaire au poste 5 dans la Motor City. Mohamed est un cran en dessous de Big Ben évidemment, mais coûte aussi 3 fois moins cher, donc l'opération des Pistons peut se comprendre. Sauf que malheureusement, la greffe Nazer Mohamed ne prend pas à Détroit. Il n'apporte pas grand-chose aux Pistons, ne s'intègre pas très bien à leur rotation, même si finalement, c'est pas trop une surprise, il est globalement le même joueur qu'il était à San Antonio, jusque Dumars avait probablement parié sur un développement qui n'est jamais arrivé. Et donc assez rapidement, les Pistons cherchent une solution. Et quand les Sixers libèrent Chris Webber, eh bien, Détroit saute sur l'occasion. Et c'est comme ça que le 16 janvier, Webber rentre en quelque sorte à la maison en signant au salaire minimum avec les Pistons. Le jour de sa signature, Chris Webber assiste à un match contre Minnesota au premier rang du Palace de Burn Hills où les fans lui font une standing ovation. Chris Webber décide de porter le numéro 84 puisque son 4 fétiche est retiré en hommage à Joe Dumars. Visiblement, Dumars était plutôt OK pour lui laisser, mais Chris Webber dit à la presse lors de sa signature qu'il ne peut pas porter le numéro d'une légende. Voilà, on apprécie toujours. Alors pourquoi le 84 ? On sait juste que le neveu de Webber tenait absolument à ce qu'il porte ce numéro, donc il a voulu lui faire plaisir. Après tout, pourquoi pas. En tout cas, à ce moment-là, tout le monde est très motivé. Flip Saunders estime que Webber est le joueur parfait pour son système, et Webber lui-même assure qu'il ne s'est pas senti aussi bien depuis 3 ans, et que sa seule volonté, c'est enfin de gagner un titre. Effectivement, les Pistons sont une équipe favorite, avec un bilan très correct, mais à qui il manque un petit quelque chose. En fait, il leur manquerait un excellent joueur contesté ailleurs, mais qui débarquerait en cours de saison et qui s'intégrerait parfaitement dans ce groupe. Ça vous rappelle quelque chose ? Eh oui, évidemment. À Détroit, on fait immédiatement le parallèle avec Rasheed Wallace, et tout d'un coup, tout le monde se remotive pour le titre. Enfin, tout le monde, sauf Nazer Mohamed. Avant même le premier match de Chris Webber, Mohamed explique à la presse qu'il est venu pour être titulaire et que si la situation change, eh bien lui demande son transfert. Alors assez rapidement, on entend parler d'un trade avec les Wolves pour leur envoyer Mohamed en échange de l'arrière Marko Jaric. L'idée, ça serait d'avoir Webber poste 5 avec le Sheed à côté de lui, plus McDyess, Dale Davis et Jason Maciel en rotation. Alors, pour des histoires de contrat, l'échange ne va finalement pas se faire, mais effectivement, la hiérarchie est rapidement éclaircie. Après un premier match en sortie de banc contre Utah un peu banal avec 2 points à 1 sur 5 au tir, Webber est immédiatement titulaire dès son deuxième match contre les Wolves et joue 38 minutes pour une place qu'il ne quittera plus jamais. Assez rapidement, on se rend compte que oui, Chris Webber fait beaucoup de bien à cette équipe. Certes, il n'est plus du tout le joueur qu'il était à Sacramento, les blessures l'ont beaucoup trop ralenti, mais Webber booste vraiment toute l'équipe. On le sait maintenant, les Pistons de cette époque, Rasheed Wallace, Rip Hamilton, Chauncey Billups, c'était aussi une équipe de gros égos et peut-être que malgré tout, ils respectaient un peu plus Chris Webber que Nazer Mohamed. Et puis avec Webber sur le terrain, les Pistons jouent aussi avec beaucoup plus d'énergie. Les déplacements en attaque sont plus tranchants, sans doute aussi parce que le jeu de passe de Webber est quand même resté celui de l'époque des Kings et que sa vision du jeu fait encore des merveilles. Oui, sa mobilité est proche de 0 et il y a beaucoup trop de pertes de balles, mais avec Webber, il y a du mieux sur cette deuxième partie de saison. En tout cas, les victoires s'enchaînent et le 5, Billups, Rip, Prince, Webber et le Sheed, avec McDyess en sortie de banc, en fait, ressemble enfin à une bonne équipe des Pistons. Alors attention, rien d'encore bien fou, puisque l'attaque de Flip Saunders n'avait plus les chiffres historiques de 2006 et que la défense était encore un peu en recul, bien que honnêtement très compétente. Et puis, il y a aussi des tensions qui sont un peu gênantes entre le coach des Pistons et Rasheed Wallace. Le Sheed a toujours été une personnalité explosive partout où il est passé, mais en fait, Larry Brown avait plus ou moins réussi à calmer tout ça, la plupart du temps, il faut le dire, en surprotégeant et en surdéfendant Rasheed Wallace. Saunders, lui, se comporte un peu plus normalement, et du coup, les choses pètent un peu plus souvent avec le Sheed qui se sent de moins en moins aimé et donc de plus en plus indiscipliné. Et le vrai problème de tout ça, c'est que ça contamine à peu près le reste de l'équipe et le groupe le paiera, mais un peu plus tard. Pour l'instant, les choses se passent plutôt bien.
avec 53 victoires. Alors certes, en baisse de 11 par rapport à l'année précédente, les Pistons sont quand même encore premiers de la conférence Est. Et c'est principalement là où Détroit mise tous ses espoirs. En fait, la conférence Est de la saison 2007, elle est faible comme rarement. Donc on a parlé de nos Pistons, mais derrière, les deuxièmes, ce sont les Cavs, qui ont une équipe de no-name complètement derrière LeBron James, qui n'a que 22 ans. Ensuite, le troisième, c'est les Raptors d'Andrea Bargnani, qui font franchement peur à personne. En 4, le Heat, champion en titre, est décimé par les blessures de Wade et Shaq. Et en 5, les Bulls de Ben Wallace, ils sont encore un peu trop faibles. Donc, si cette équipe des Pistons est assez moyenne, eh bien, on les imagine par défaut assez facilement en finale NBA, surtout désormais renforcés par Chris Webber. Webber, lui, voit la possibilité de participer pour la première fois aux finales NBA et tout le groupe se remobilise avant les playoffs. Le premier tour confirmera ça. Orlando, avec Dwight Howard et l'ancien de la maison Grant Hill, se prend un 4-0 bien mérité. Ce sweep est d'ailleurs assez étrangement le premier réalisé par Détroit depuis les playoffs 1990, quand les Bad Boys avaient battu les Pacers 3-0 au premier tour. Chris Webber a starté les 4 matchs et a plutôt bien défendu sur Dwight Howard, mais le match 4 a été plutôt serré 97-93 et les Pistons ont surtout joué à l'expérience. Le vestiaire des vétérans a un peu sauvé la mise. La première étape est franchie, mais ça n'a vraiment rassuré personne. Then he does down low. Nice finish. Great pass by Chris Webber. That is what the Pistons expect to see from him. And if you saw the game on Wednesday, you noticed that a lot of his teammates were surprised at times, almost got hit in the head a couple times from some of the feeds that he provided for them. And that's exactly what Blunt did right there. And then you get the missed shot. That was a pass, which was a real nice backdoor cut by Rip Hamilton. He says it works. Whatever you're doing, stop, go a different direction. He's scaring me. Surtout qu'au deuxième tour, ce sont les Bulls qui ont eux aussi sweepé le Heat, champion en titre donc. Chicago, mélange de jeunes avec Lou Holding, Ben Gordon et Tyus Thomas, mais aussi de vétérans comme Kirk Henrich et Ben Wallace, c'est une équipe assez étrange à suivre. Dès le premier match, les Pistons imposent leur loi. 95-69 avec une attaque des Bulls complètement éteinte. Détroit maintient le rythme et gagne les matchs 2 et 3, à chaque fois en maintenant Chicago sous les 90 points. 3-0 donc, on imagine peut-être un nouveau sweep, mais les Bulls se réveillent. Chicago retrouve son attaque et gagne le match 4 pour rester en vie, bien aidé malheureusement pour un Webber à 0 points en seulement 17 minutes de jeu. Si Webb fait un peu mieux au match suivant, mais c'est encore Chicago qui s'impose 108-92. Et là, on commence à allumer quelques signaux d'alerte. On se rend compte que quand les choses ne se passent pas comme il faut, eh bien ce groupe s'écroule un peu et commence à se rejeter la faute mutuellement. Pour le match 6 au United Center de Chicago, les Pistons sont à -5 à la mi-temps. Et là, un match 7 se profile. Mais heureusement, encore une fois, à l'expérience, Détroit va s'arracher, retrouver sa défense et finir par se qualifier grâce à une très grosse deuxième mi-temps. Les Pistons se qualifient donc pour leur 5e finale de conférence consécutive, sans vraiment avoir assuré, mais toujours avec ce même espoir en tête. La conférence Est est tellement faible que tout est possible. Et en face, ce sont les Cavaliers de LeBron James qui arrivent à ce stade pour la première fois de sa carrière. Autour de lui, c'est extrêmement limité. Larry Hughes, Drew Gooden, Ilgauskas et Pavlovic sont titulaires, et c'est Gibson et Varejao qui sortent du banc. Donc normalement, au vu de l'expérience et du niveau global, ça doit passer pour Détroit. Les 2 premiers matchs sont extrêmement disputés avec 2 victoires, 79-76 sur les 2 matchs pour les Pistons à domicile. LeBron James est globalement bien défendu et son impact est plutôt neutre, voire même parfois négatif avec le reste du 5. Mais à Cleveland, les choses vont changer. Au match 3, LeBron score 32 points à 12 sur 21 et tout d'un coup, les choses deviennent un peu plus simples pour les Cavs qui s'imposent 88-82. La défense des Pistons est meilleure au match 4, mais les Cavs le prennent au finish 87-91 alors que Détroit était devant au tout début du dernier quart-temps. Je ne l'ai pas précisé, mais notre Chris Webber est en souffrance sur cette série. Il joue à peine 24 minutes par match et si son scoring est efficace, il n'y a pas grand-chose d'autre. Arrive donc le match 5, forcément la bascule quand une série est à 2-2. Et là, on entre sur un match de légende. Ce match 5, c'est sûrement le premier vrai grand match de référence de LeBron James. Et malheureusement, ça tombe sur nos Pistons. Allez, on saute directement dans le 4e quart-temps.
Il reste encore 6 minutes à jouer et les Cavs mènent d'un tout petit point, 79-78. Après tout, les 4 premiers matchs sont joués à 6 points d'écart maximum, donc personne n'est surpris. Et puis tout d'un coup, LeBron James va prendre le match à son compte. Sur drive, en isolation, en pick and roll et même à 3 points, LeBron punit à lui tout seul les Pistons. Détroit répond à chaque possession, notamment avec Billups qui est bien chaud, mais c'est LeBron James qui score tous les points des Cavs et qui accroche la prolongation sur un drive où Tayshaun Prince ne peut rien faire. Avant la prolongation, LeBron a marqué 11 des 12 derniers points des Cavs, mais il ne va pas s'arrêter là. En prolongation, tous les ballons passent par lui et ses défenseurs sont impuissants. Tayshaun Prince ayant pris l'eau, c'est Rip Hamilton qui essaye de le prendre, puis Billups qui s'y colle, mais chacun se fait écraser. Athlétiquement, LeBron est au-dessus, il est en feu et ne craque pas sur la ligne des lancers francs. Heureusement, Billups est chaud lui aussi, et sur la ligne des lancers, il égalise à 100 partout pour arracher une deuxième prolongation. Et là encore, il ne va y avoir que LeBron James qui va marquer des tonnes de tirs compliqués et va se régaler sur les lignes de drive. Et à 107 partout et 10 secondes à jouer, il va transpercer la raquette des Pistons pour permettre aux Cavs de s'imposer 109-107. Dans ce match clé, LeBron James va marquer 48 points, record en carrière en play-off, et va marquer les 29 des 30 derniers points des Cavs. Il sera le seul joueur côté Cavaliers à mettre un panier dans les 17 dernières minutes et le seul à marquer tout au long des 13 dernières. La performance est héroïque, peut-être le plus grand exploit individuel réalisé par un adversaire des Pistons, Michael Jordan inclus. Et dommage parce que côté Motor City, Chris Webber avait réalisé un super match avec 20 points à 9 sur 13 au tir, étant le titulaire le plus efficace. C'est frustrant pour Détroit et ça va être pire puisque le match 6 joué à Cleveland sera également remporté par les Cavs. Et cette fois-ci, LeBron se contente de 20 points, mais Détroit coule à cause de Daniel Gibson qui s'offre 31 points en 29 minutes en sortie de banc. C'est fini pour Détroit qui est éliminé alors que les finales NBA lui tendaient les bras. La conférence Est était si faible cette année-là que même ces Pistons plutôt moyens avaient de grandes chances d'arriver en finale. Mais malheureusement non, et cette défaite est l'une des plus difficiles à encaisser pour un fan de Détroit. Je vous invite à jeter un œil au match, mais cette équipe de Cleveland, c'était LeBron James et des plots. C'est même ironique puisque pour une fois, Détroit avait plus de talent que son adversaire. Alors c'est l'adversaire qui s'est arraché, qui a joué sur ses forces et qui a été plus malin. Et ces Pistons, qui n'avaient plus vraiment le feu sacré, ont été éliminés. Chris Webber ne verra donc pas les finales NBA pour la première fois de sa carrière, une carrière qui va assez brutalement s'interrompre d'ailleurs. Durant l'intersaison, Joe Dumars ne renouvelle pas le contrat de Webber, qui devient donc free agent. Mais malheureusement, il n'y a pas de franchise intéressée. Les seules propositions que si Webb reçoit viennent d'Europe et ce ne sont pas vraiment des projets compétitifs. Le début de saison arrive et Webber est toujours sans contrat, une situation qui durera jusqu'en janvier 2008. À ce moment-là, Andrew Bynum se blesse côté Lakers et Los Angeles propose un contrat de 10 jours à l'ancienne légende des Kings. Webber n'accepte pas, mais ce sont les Pistons qui se réveillent et lui proposent de revenir pour finir la saison, mais Détroit doit couper un joueur pour accueillir de nouveau Webber et le deal ne se fait pas. Et finalement, le 29 janvier 2008, ce sont les Golden State Warriors qui signent Webber pour le reste de la saison au salaire minimum. Webber retourne dans la franchise de ses débuts, mais l'aventure sera de courte durée, puisqu'après 9 matchs, et alors qu'il tourne à 3,9 points en 14 minutes, Chris Webber jette l'éponge le 25 mars 2008, son genou étant devenu trop douloureux pour le haut niveau. Alors finalement, on peut dire que la dernière vraie saison de Chris Webber en NBA, c'était avec les Pistons, et rien que pour ça, ça méritait qu'on en parle en podcast. Bien sûr, Chris Webber n'a joué que 43 de ses 831 matchs NBA pour les Pistons, et globalement, personne ne se souvient vraiment de ces moments-là, à part nous les fans des Pistons, mais mine de rien, il était titulaire dans cette équipe qui avait le meilleur bilan de la conférence Est en 2007 et qui a atteint quand même la finale de conférence. Webber lui-même déclara plus tard qu'à Détroit, il a rencontré le meilleur vestiaire de sa carrière, citant Sheed, Chauncey, Rip, Tayshaun Prince, Dale Davis, McDyess comme ses frères d'armes. Pour lui, c'était la meilleure équipe possible parce qu'ils étaient tous vieux en fait et parce qu'ils n'avaient pas le temps pour les petites embrouilles. Bon, nous on sait que la suite ça a été un peu différent.
mais c'est toujours appréciable d'entendre ça de la part d'une légende. Bref, moi je crois que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous dire. C'était encore une longue pause entre 2 épisodes, j'espère que l'attente a valu le coup et que cette chronique vous a plu. Promis, j'essaye de retrouver un rythme plus régulier en 2024, ça sera ça ma bonne résolution. Et puisque ça fait longtemps, je rappelle les bases. Toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver sur les applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, globalement toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça donne toujours de la force. Sachez aussi que cet épisode est dispo en même temps sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous appréciez la plateforme. J'ai parlé tout à l'heure de l'affiliation entre les chroniques et le NBA League Pass. Vous avez toutes les infos dans la description de ce podcast. Moi, je vous remercie une nouvelle fois pour tout le soutien. Et en attendant le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Twitter, même si j'y suis plus trop, mais aussi sur Thread, le nouveau réseau @MotorCityPod. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.